Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver pour les sorties de la semaine. Aujourd'hui je vais vous présenter tous les mangas sortis entre le 23 et le 29 avril 2018. Globalement très peu de sorties cette semaine, cependant la qualité est vraiment au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir. Alors tenez-vous bien, c'est parti. Et on attaque les sorties de la semaine avec le tome 1 du Secret de l'Ange aux éditions Akata. C'est un shoujo, mais on ne fait pas dans la romance dans ce manga, c'est plutôt tout ce qui est enquête, suspense. On va donc suivre l'histoire de Asahi Sena, qui est une jeune lycéenne d'un âge de lycéenne, je sais pas, je me souviens plus exactement de son âge, qui nous raconte que quand elle était plus jeune, elle assistait à des cours de dessin qui étaient donnés par Mademoiselle Yuki, et pendant ces cours de dessin, elle a rencontré un jeune garçon qu'elle surnommait l'Ange, en référence à son prénom qui était Tenji ou Tenshi, et en gros ange en japonais ça se prononce Tenji ou Tenshi, enfin l'un ou l'autre en fait, et comme les deux se ressemblent vraiment en termes de prononciation au Japon, du coup elle l'a appelé l'Ange tout simplement. C'était pour la petite anecdote quoi, parce qu'en vrai on s'en fout. Sauf qu'un jour Mademoiselle Yuki est assassinée et c'est l'Ange qui est accusé du meurtre. Cependant notre héroïne, elle, refuse de croire que c'est l'Ange qui a perpétré ce meurtre. L'Ange était son meilleur ami et elle le croit tout bonnement incapable d'avoir fait ça pour les raisons qu'elle expose dans le manga. Et quand elle est dans ses années lycée, elle tombe par hasard sur le petit frère de Mademoiselle Yuki quand elle était allée se recueillir sur sa tombe. Ils vont donc commencer à avoir une relation plus ou moins amicale. Ça va être assez ambigu mais ça reste amical. Et les deux vont se mettre d'accord pour chercher ensemble la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. C'est une histoire avec de multiples rebondissements, c'est vraiment intéressant à lire. À voir comment le scénario va évoluer puisque c'est une histoire assez courte, elle se termine en 4 tomes. Pour ce qui est du dessin, on est sur du classique shoujo, j'ai envie de vous dire. Rien de vraiment extraordinaire. Cependant, je dois admettre que les cases qui représentent les dessins que l'Ange a effectués quand il était au cours de dessin justement sont très bien représentées. Je vais vous montrer ça. Ça, la case que vous voyez ici, c'est une case qui représente un des dessins que l'Ange a réalisé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très beau. Enfin moi personnellement je préfère ces cases là que les autres cases du manga. Pour ce qui est du prix, le tome est disponible pour 6,99 € et pour ce qui est de la note, je lui mettrai un 15 sur 20 puisque j'ai bien aimé l'histoire. Le dessin est pas fantastique mais étant donné qu'il y a pas mal de rebondissements, tout ça, ça reste intéressant à lire. On enchaîne ensuite avec la sortie du tome 1 de Silencer aux éditions Kikoku. C'est un manga que j'ai vraiment apprécié. On est proche des séries américaines US dans le scénario, dans la manière de faire, dans les dessins. Enfin quand je dis dessin, c'est les poses qui sont données aux personnages en fait. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures d'une policière japonaise qui est envoyée aux États-Unis car ses méthodes un petit peu particulières sont considérées comme un poison pour la police japonaise, donc il souhaite s'en débarrasser. Aux États-Unis, ces méthodes ne posent absolument aucun souci, faut croire, mais vous allez voir qu'elles sont vraiment particulières. Elle ne recule vraiment devant rien du tout pour pouvoir mener à bien sa mission. Quand elle fait une mission d'infiltration, elle y va jusqu'au bout, elle joue son personnage à fond. Ça on peut vraiment pas lui reprocher. On le voit dès le début du manga puisqu'elle s'infiltre dans la chambre d'hôtel d'un baron de la drogue colombien je crois ou un truc dans le genre. Pour pouvoir s'infiltrer plus facilement, elle se fait passer pour une prostituée, elle va même jusqu'à lui faire une fellation avant de lui choper les boules on va dire et de le tuer avec un flingue. Donc vraiment, quand je vous dis que ces méthodes sont un petit peu particulières et qu'elle recule devant rien, c'est que c'est pas des blagues. On peut dire qu'elle a une paire de balls au moins aussi grosse que la promo qu'a fait Kazé pour The Promised Neverland. Je vous jure que c'est un truc de fou. Une fois qu'elle a fini ses missions en Amérique, elle est renvoyée au Japon et quand elle rentre, elle est un petit peu mise de côté, donc dans une sorte de cachot, de sous-section de la police japonaise, aux côtés d'un flic encore plus ripou qu'elle. Enfin elle, c'est pas qu'elle est ripou, c'est vraiment qu'elle a des méthodes très particulières. Lui il a des méthodes très particulières, mais en plus de ça c'est un gros macho, c'est un alcoolique et il collabore avec la mafia japonaise. Donc autant vous dire qu'on est loin de l'étiquette du petit policier modèle. C'est vraiment un homme aussi détestable que détesté au sein de la police. Et pour le coup, je dois avouer que l'association des deux est assez rigolote puisque d'un côté, on a un mec qui a envie de sauter toutes les nanas belles qu'il trouve et de l'autre côté, on a une fille qui se laisse absolument pas faire et qui ne se gêne absolument pas pour lui rentrer dedans. Pas de mauvaise interprétation de ce que je viens de vous dire, hein. C'est elle qui lui rentre dedans, pas l'inverse. Pour ce qui est du dessin, c'est encore une fois assez sombre avec un dessin très adulte et très plaisant à regarder. Au Japon, la série se termine en 4 tomes malheureusement.
Après c'est pas mal puisque ça veut dire que on va peu tourner en rond dans le manga, ça va être assez expéditif et explosif comme scénario, donc c'est un bon point finalement. Les tomes sont disponibles en France au prix de 8,50 €. Alors ça va peut-être vous paraître super cher, c'est vrai que c'est cher pour du manga. Cependant la qualité de fabrication, c'est l'avantage de Kikoku, c'est que la qualité de fabrication est vraiment bonne, le papier est de bonne facture. Vous sentez quand vous le tenez que le truc va pas vous casser dans les mains, et en plus il est relativement épais, il y a vraiment pas mal à lire dedans, donc c'est un bon point. Certes il est cher, mais c'est vraiment un prix qui est justifié. Pour vous donner un ordre d'idée, il est presque 2 fois plus épais que Otaku, qui malgré le fait qu'il bénéficie d'un prix découverte, devrait être commercialisé pour autour des 7,45 € je pense chez Kana habituellement. Personnellement je lui mettrai la note de 16 sur 20 car les personnages charismatiques m'ont vraiment séduit. À voir comment l'histoire va évoluer, mais encore une fois comme c'est une histoire assez courte, je pense qu'il y a peu de place pour tourner en rond, ça va envoyer, donc j'ai hâte de lire la suite. On poursuit avec la sortie du tome 1 de Dino Sapiens, et c'est la première sortie de la semaine que j'ai lue. Je me suis posé, je me suis dit ok, j'ai fait une grave erreur de penser que cette semaine il y aurait que The Promised Neverland. Je savais qu'il y aurait d'autres sorties, mais je me suis dit que bon, il y aurait The Promised Neverland et il y aurait le reste. Et j'ai eu tort, puisque la première œuvre que j'ai pu lire, donc Dino Sapiens, m'a vraiment plu. Donc Dino Sapiens, laissez-moi vous en parler un petit peu. Pour ce qui est de l'histoire, nous sommes au Japon en 2030, dans une classe d'école où les élèves sont en train de se présenter tous leurs rêves et leurs projets pour l'avenir. L'héroïne du manga dit qu'elle aimerait devenir une bonne femme au foyer, élever ses enfants, être heureuse et pleinement épanouie dans sa vie de famille. L'intello de la classe nous dit qu'il aimerait faire de grandes découvertes scientifiques, enfin voilà. Et le héros principal nous dit qu'il aimerait devenir plus fort qu'un tyrannosaure. Lui, son kiff c'est les dinosaures et il aimerait devenir plus fort qu'un T-Rex. Donc vous devez vous douter que tout le monde s'est foutu de sa gueule, bien sûr. Sauf que personne n'était prêt pour ce qui allait suivre par contre. Puisque lors d'un voyage scolaire, ils sont dans une sorte de TGV du futur, enfin bref, le Japon en 2030 quoi, donc ils sont dans une sorte de TGV du futur, et malheureusement pour eux, ils ne sont pas seuls à bord de ce TGV. Puisque comme par hasard, à l'intérieur de ce méga train, il y a un dinosaure qui tue tout le monde. Tout le monde. Quand je vous dis qui tue, c'est même pas qui tue, c'est qui fait un carnage, il massacre. Les débuts du carnage se sont pas faits dans le wagon des élèves en fait, ça s'est fait dans un autre wagon, et quand le dinosaure est arrivé dans leur wagon, il s'est approché du héros principal. Alors la rencontre du mec fan de dinosaures avec un vrai dinosaure, si on n'était pas dans un manga, je vous dirais quand même que c'est un sacré hasard, hein. La bande du héros principal a bien compris que c'était pas une blague, sauf que tous les autres élèves du train pensent que c'est une mascotte qui est déguisée, qui est là pour faire le show en fait, donc ça les stresse absolument pas au début. Le génie de la classe arrive à mettre le dinosaure au sol, sauf qu'ils se sont rendu compte qu'il est plus agile qu'il n'aurait dû l'être pour un dinosaure, et qu'il arrive à couper le wagon en deux. Le train maintenant coupé en deux, voilà nos 4 héros livrés à eux-mêmes. Le problème c'est qu'ils vont pas rester 4 longtemps. Je vous dis pas pourquoi, je vous laisse aller voir, c'est assez dégueulasse. D'une, bon déjà c'est des dinosaures, c'est pas super normal, mais c'est des dinosaures un petit peu particuliers, hein, puisque quand on leur fait péter la tête, elles repoussent, et ils sont dirigés à distance par des sortes de tours, que les humains appelleront par la suite des tours de Babel. Et je dois vous avouer que le style survie préhistorique comme ça, c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Bien sûr, quand je lis un scénario comme Dino Sapiens, je ne peux pas m'empêcher de penser au scénario de Cage of Eden qui est aussi publié chez Soleil Manga, qui est excellent. Donc c'est un manga qui est survie préhistorique, un petit peu gore, horreur, à voir comment ça évolue, mais pour l'instant c'est assez crade. Même si au début ça paraît tout gentil, ça le reste pas longtemps. Pour ce qui est du dessin, les tons sombres sont une fois de plus très présents. On a également un dessin qui est très expressif, avec un trait très agressif, et c'est vraiment plaisant à voir. Moi j'ai bien apprécié personnellement, c'est vraiment joli. Alors ça fait beaucoup de traits dans cette phrase, tous les traits ne s'écrivent pas pareil, mais ça fait quand même beaucoup de traits. Mon seul regret c'est que l'histoire se termine en seulement 3 tomes malheureusement, et ça je suis vraiment trop triste, parce que je pense vraiment que l'histoire va être cool, mais très courte malheureusement. Le manga est disponible en France au prix de 7,99 € pièce. Ça vous paraît cher une fois de plus, mais même constat que pour Silencer, la qualité de fabrication est vraiment bonne, le tome est épais, il y a à lire dedans, c'est pas une semelle vraiment super fine quoi, donc une fois de plus c'est justifié. Personnellement je lui mets la note de 18 sur 20,
parce que j'ai vraiment adoré ce manga. Et pour finir les sorties de la semaine que je pouvais vous présenter, on va bien évidemment parler de The Promised Neverland chez Kaze, et c'est vraiment du lourd. Le manga est vraiment à la hauteur de la réputation et de la communication que lui a faite Kaze. Ça va être assez dur de vous faire un résumé et d'essayer de vous donner envie de le lire sans tout vous spoil. Je vais essayer de le faire mais c'est pas évident. On va donc suivre les aventures de Emma, Norman et Ray qui sont les 3 orphelins les plus âgés de la Gracefield House. Donc la Gracefield House c'est quoi? C'est un orphelinat qui a recueilli plein d'orphelins. Jusque là rien d'exceptionnel pour un orphelinat quoi. Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre, avec des lits douillés, la nourriture est vraiment très bonne, les enfants s'amusent comme des petits fous toute la journée. Ils ont juste à un moment de la journée le test obligatoire à passer qui remplace l'école. C'est un test en 300 points, je sais pas si c'est 300 questions mais c'est des questions super dures. Au début ça commence facile et puis après ça devient de plus en plus dur. Et une fois que ce test est terminé, tous les enfants ont le droit à une longue récréation, donc c'est plutôt sympathique on va dire. On va dire qu'ils n'ont pas vraiment à se plaindre. Cependant il y a quand même quelques petits aspects qui font bizarre. Si vous ne vous êtes pas renseigné sur le manga, que vous n'avez pas lu de résumé, que vous n'avez pas lu les comptes rendus des premiers chapitres faits par certains youtubeurs, que vous ne savez rien en fait. Juste, vous savez que le tome est sorti, que c'est annoncé comme étant du lourd, mais que vous ne savez rien d'autre et que vous commencez à le lire, vous allez vous dire, putain mais c'est un manga tout mignon quoi. Ça respire la bonne humeur, vraiment on est dans l'ambiance de l'orphelinat qui est un lieu où il fait bon vivre. Donc ça c'est vraiment très bien retransmis dans les premières pages. Sauf qu'il y a quand même quelques petits indices et une piqûre de rappel qui nous dit attention, c'est peut-être pas vraiment ça qui se passe en vrai. Il y a quelques éléments qui sont quand même un petit peu dérangeant, par exemple le fait que tous les jours leur vie soit vraiment réglée comme du papier à musique. Déjà premièrement voilà. Deuxièmement ils sont tous habillés en blanc uniquement. Ensuite, troisièmement, ils n'ont jamais mis les pieds à l'extérieur de l'orphelinat. Ils ne peuvent pas en sortir, ils sont toujours cloîtrés dans le domaine. Et quatrièmement, ils ont leur numéro de matricule tatoué dans le cou. Alors ça fait bizarre. En fait, on dirait grosso modo un petit peu des vaches dans un enclos. Alors une fois que vous aurez lu le tome 1, ça va être très facile de faire ce constat. Ça c'est vraiment des indices que vous allez trouver dès le début. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le tome en entier pour les voir. Et hormis tous les indices que je viens de vous donner, la première vraie piqûre de rappel, c'est quand Emma raconte le test qui passe. La case qui exprime le moment où les enfants passent ce test est vraiment très bizarre. Je vais vous la montrer. Comme vous pouvez le voir, regardez-la bien, c'est vraiment une ambiance super pesante. On se dit, il y a quelque chose tapis dans cette ombre là. On ne sait pas ce que c'est réellement, on dirait des petits yeux cachés dans l'obscurité. Cette page, enfin cette case nous fait vraiment penser qu'il faut voir au-delà de la vérité, vraiment. Mon jugement va peut-être vous paraître poussif, mais quand vous lisez vraiment le tome, passer des premières pages à cette case, c'est vraiment perturbant parce qu'on passe de cases qui sont toutes joyeuses, vraiment où on voit qu'il fait bon vivre, à cette case très pesante, très marquante, où on se dit ok, on n'est peut-être pas sur un truc hyper joyeux en fait. Et au sein de la Gracefield House, il y a 2 règles à ne absolument pas transcender. C'est la première, ne jamais s'approcher du portail de la sortie. Et la deuxième règle, c'est interdiction de franchir la barrière qu'il y a autour du domaine. Vous vous doutez bien qu'en général dans une histoire, il y a l'intrigue et puis à un moment donné ça bascule. Donc là, The Promised Neverland ne coupe pas la règle, il y a bien un moment où ça va basculer. Un jour, une des petites de l'orphelinat a trouvé une famille d'accueil apparemment. Donc elle fait ses au revoir à ses anciens camarades, ses au revoir à sa maman, donc celle qui s'occupe d'eux à l'orphelinat, et quitte du coup la Gracefield House. Cependant, elle a oublié sa peluche fétiche. Emma et Norman se disent que pour une fois, ils vont transgresser la règle qui les interdit de s'approcher du portail en essayant d'amener, avant qu'il soit trop tard, la peluche de la petite, qui s'appelle Connie au passage. Sauf que quand ils arrivent au portail, ils découvrent la vérité et ils tombent de très haut. Ils se sont rendus compte que toute leur vie s'est basée sur un mensonge, que depuis tout petit, ils pensent être dans un orphelinat. Ils ont considéré une dame comme leur mère, alors qu'en réalité, c'est peut-être bien même leur pire ennemi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller lire cette histoire. Je veux pas vous en dire plus pour pas tout vous spoil. Là, grosso modo, ce que je vous ai dit, ça se tient dans le chapitre 1, 2, mais je vais pas plus loin. Il y a 7 chapitres, je vous en dis pas plus après. Donc c'est vraiment une série qui s'annonce incroyable pour la suite. Vraiment, on s'attend à un truc tout mignon au début, en fait c'est archi glauque. Franchement, moi j'adore. Pour ce qui est du dessin, on sent vraiment que c'est la première série de l'auteur, avec un trait qui manque de maturité et de précision. Cependant, parce qu'il y a un cependant, comme
c'est une histoire fantaisiste et qui touche à des enfants, hein, c'est l'histoire qui touche à des enfants, c'est absolument pas dérangeant, ça rajoute même un certain charme et ça colle très très bien. À la limite, tant mieux que ça soit la première série de l'auteur, sinon il aurait eu un trait trop bien pour cette histoire. Donc la série est en cours au Japon, il y a actuellement 8 tomes. Elle est disponible en France au prix de 6,79 €, donc c'est bien moins cher que les mangas que j'ai pu vous présenter avant. Et personnellement, je lui mettrai la note de 18,5 sur 20. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Cependant, j'ai quand même un petit reproche à faire, vraiment tout petit. Même pas sur le manga en lui-même, c'est sur la qualité de fabrication. C'est que regardez, quand vous le tenez droit comme ça, on commence déjà à voir le repli de la tranche. Ça a été imprimé un petit peu trop tôt, enfin un petit peu décalé. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça mériterait d'être un petit peu plus centré de ce côté-là. C'est pas grand-chose, hein, vraiment, je pinaille et c'est vraiment du détail. Mais c'est franchement dommage d'avoir ce genre de raté quand on voit toute la communication qui a été faite sur le manga. C'est voilà, enfin voilà, personnellement je trouve ça dommage. Juste, je l'ai remarqué et je vous en fais part. On a donc fait le tour des nouvelles séries que je pouvais vous présenter. Passons maintenant aux séries que je n'ai pas pu avoir cette semaine. On a donc chez Casterman la réédition de Blue. Encore une fois, je crois que c'est la 4e réédition du manga quand même en France. Ensuite chez Black Box, on a la sortie du tome 1 de Uro Tsukidoji. Chez Taifu Comics, on a la sortie de Brother Autospot, c'est un one shot. Et chez Euromanga Edisioni, nous avons la sortie de La Perspective tome 1. Le dernier truc que je viens de vous dire, donc La Perspective tome 1, c'est un manuel de dessin. Ce n'est pas un manga à proprement parler, c'est vraiment un manuel sur la technique du dessin et de la perspective pour le coup dans ce cas-là. On a fait le tour des nouvelles séries de la semaine, passons maintenant aux suites. Pour ce qui est des suites, comme vous me l'avez demandé, j'ai fait des petits résumés, des résumés de résumés. Cependant, je vais quand même remettre le truc à ma sauce, c'est que je ne vais dire les résumés que des mangas que j'ai pu avoir, que j'ai aujourd'hui à vous montrer. Les autres, je vais vous les annoncer sous forme de liste, comme je le fais d'habitude. M'en voulez pas si j'ai ma feuille pour lire les résumés, il y en avait que 6, mais c'est quand même 6 résumés à prendre quoi, en plus de ceux que j'ai fait pour cela. Chez Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 2 de I Love You So I Kill You. Donc pour ce qui est du résumé de l'œuvre, la vie d'un lycéen bascule le jour où, en essayant de s'interposer dans une agression de rue, il se retrouve contaminé par un étrange virus qui lui donne des envies de meurtre quand il est en présence de son ami Mika. Toujours chez Soleil Manga, la sortie du tome 16 de Prison School. Le jeune Kiyoshi intègre un ancien lycée pour filles réputé pour son excellence et sa rigueur. Son cauchemar ainsi que celui des 3 autres garçons du lycée débutent le jour où ils se font choper en pleine séance de voyeurisme. Parce qu'il n'y a que 4 garçons au lycée parce que c'est la première année où il est ouvert aux garçons. On passe ensuite chez Akata dans la collection What the Fuck avec la sortie du tome 15 de Magical Girl of the End. Le Japon tout entier est attaqué par une horde de Magical Girl hyper violente et sadique. Notre héros Ki Kogami va alors devoir essayer de survivre dans ce monde avec quelques autres survivants. Toujours chez Akata, nous avons la sortie du tome 4 de Good Morning Little Briar Rose. Tetsu a réussi à se faire embaucher comme employé de maison pour une prestigieuse famille. Il y a cependant un lieu dans la demeure auquel il n'a pas accès. C'est la petite annexe dans le jardin où un membre malade de la famille se repose. Néanmoins, il décide quand même de contourner la règle le jour où il croisa le sourire de cette jolie fille. Je dois vous avouer que je trouve la couverture de ce manga vraiment très belle. On passe chez Kaze avec la sortie du tome 9 de Yokai Watch. Alors qu'il se baladait dans la forêt, le jeune Nathan croise un yokai qui va lui donner une Yokai Watch. Maintenant il peut voir tous les yokai et il décide d'en faire ses amis et de se servir de leur pouvoir pour faire le bien autour de lui. Donc je vous précise au cas où, c'est un manga pour enfants à la base, c'est un Kodomo manga. Ensuite chez Kikoku, nous avons la sortie du tome 7 de Gift Plus Minus. La jeune lycéenne Takami Suzuhara a un hobby un petit peu particulier en effet, puisque durant son temps libre, elle est spécialisée dans le trafic d'organes. Rien que ça, vous allez me dire. Ses proies, ce sont les pires criminels qui ne méritent plus de vivre selon elle. Je dois vous avouer que c'est un scénario bien barré qui me fait bien envie ça. C'est donc fini pour les suites de la semaine que je pouvais vous présenter. Passons maintenant aux autres. Donc on a eu chez Soleil Manga la sortie du tome 20 de Lovely Love Lie. Chez Kaze, la sortie du tome 14 de Rainbow Days. Aux éditions Ophelb, nous avons la sortie de Danmachi, la légende de Familias, tome 6. C'est un light novel. Le manga est sorti la semaine dernière, c'était le tome 4. Ensuite, chez Taifu Comics, nous avons la sortie de Bi no Kyojin, tome 3. Et la sortie de Mise à Nu, tome 2. Chez Kikoku, nous avons la sortie du tome 13 de Rising Sun. Et chez Panini, nous avons la sortie de Koi Furu Colorful, tome 5. C'est donc terminé pour les sorties de cette semaine. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en regardant
cette vidéo. Personnellement je pense réellement me prendre Dino Sapiens et The Promised Neverland parce que vraiment c'est vraiment deux histoires qui m'ont vraiment beaucoup plu. J'ai dit 3 fois vraiment en 10 secondes mais c'est pas grave. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Je vous le dirai jamais assez mais au moment où je tourne la vidéo on est à 690 abonnés à peu près, presque 700 déjà. En attendant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et au pire du pire à la semaine prochaine pour les sorties de la semaine. Ciao.